Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous de l'Agora RSSI CISO et de l'Agora des directeurs juridiques. On est très heureux de vous recevoir et surtout on a la chance et l'honneur de recevoir Guillaume Pitron. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Julien Mélarani. Guillaume, vous êtes journaliste au monde diplomatique, réalisateur de nombreux documentaires qui sont diffusés sur les principales chaînes de télévision françaises que l'on connaît bien. Votre travail porte sur les enjeux écologiques, économiques et géopolitiques qui entourent l'exploitation des matières premières. Votre premier ouvrage, La guerre des métaux rares, paru en 2018, a été traduit en 8 langues et a reçu le prix du livre d'économie. Et nous aurons le plaisir de l'envoyer à l'ensemble des participants qui le souhaiteront. Vous intervenez ce soir sur le thème « Les métaux rares seront-ils l'objet d'une nouvelle guerre ?» et donc la face cachée de la transition énergétique et numérique. D'abord, est-ce que vous pouvez nous définir ce que sont les métaux stratégiques et les métaux rares? Alors, dans la nature, vous avez ce qu'on appelle des métaux abondants, qu'on connaît tous, fer, cuivre, aluminium, zinc, par exemple. Et puis, ces métaux sont naturellement associés dans l'écorce terrestre à des métaux qu'on appelle rares parce qu'ils sont plus rares que ces métaux abondants. Par exemple, dans une mine de fer, vous allez trouver un métal rare comme le néodyme qui est 1000 fois plus rare que les métaux abondants. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle rare. Des métaux rares, vous en avez une trentaine, une quarantaine. Ils se trouvent en réalité partout sur Terre, donc ils ne sont pas vraiment rares, mais c'est sûr que si vous commencez à faire un trou sous ce plateau, eh bien, vous allez avoir à creuser énormément pour trouver une petite poignée de chacun de ces métaux rares, bien plus profondément que si c'était des métaux abondants. Ces métaux sont appelés stratégiques parce qu'ils sont stratégiques pour l'économie française. Donc la liste des métaux stratégiques de la France, qui est différente de la liste des métaux stratégiques de l'économie Oui, allemande, voilà, chaque naturellement, État, chaque État. ses métaux stratégiques. Exactement. Elle dépend de nos industries les plus stratégiques, l'aéronautique, la mobilité, la santé. Il y a un comité des métaux stratégiques en France, le COMES, qui dépend de Bercy et qui liste une série de ces métaux qui sont souvent donc des métaux rares. Et donc j'en cite quelques-uns, néodyme, gallium, tungstène, cobalt, le lithium qui n'est pas rare mais éminemment stratégique, les terres rares qui est une classe de métaux rares et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ces métaux, on les trouve partout dans le monde. Chaque pays a finalement ses ressources, ses propres ressources de métaux, ce qui fait peut-être la différence avec le pétrole où on ne trouvait que sur certaines zones géographiques. Il n'y a pas un grand scandale géologique qui fait qu'il y a un pays qui D'accord. accapare géologiquement, naturellement tout. En fait, ces métaux rares, on peut en trouver partout sur Terre, on en trouve même au fond des océans. Après, il y a des États qui sont mieux dotés que d'autres, c'est sûr, mais je veux dire, si on se mettait à creuser des métaux rares en France, on pourrait tout à fait en trouver. Donc, effectivement, c'est une répartition dans l'écorce terrestre qui n'est pas égale, Ouais. mais enfin, disons qu'il n'y a pas de difficulté à aller se servir chez soi si on le souhaite. Et alors on parle, et notamment dans l'actualité, des terres rares. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que sont les terres rares? Et donc, parmi ces métaux rares et stratégiques, ou stratégiques, on trouve les terres rares, qui est une classe spécifique de métaux rares, probablement la plus stratégique de tous, compte tenu de leur importance dans les technologies vertes notamment, et les technologies numériques, puisque vous avez tous des terres rares sur vous, dans votre téléphone portable. Eh bien, ces terres rares, c'est une classe de 15 métaux, qui se subdivisent donc en des métaux comme le néodyme, le samarium, le gadolinium, le lutécium, etc., etc. Donc, c'est une classe spécifique de métaux rares. Alors aller chercher ces métaux a un coût économique, mais pas que. Si vous deviez lister la liste, justement la liste des coûts que ça représente. Alors d'abord, ça a un coût environnemental, c'est probablement le premier qui me vient à l'esprit, puisqu'en fait, pour extraire et raffiner 1 kilo de ce métal, il va falloir beaucoup plus de roches déplacées, beaucoup plus de matière déplacée que pour 1 kilo de fer, par exemple. Donc c'est sûr que vous avez un coût environnemental pour pouvoir commercialiser un simple kilo de ces matériaux qui est extrêmement lourd. Il y a l'extraction, il y a le raffinage qui est probablement l'impact le plus fort. Raffiner, par exemple, des terres rares, ça implique énormément d'eau, ça implique des produits chimiques, ça va générer le rejet de métaux lourds dans les eaux usées, mais également d'ammoniac, etc. Donc il y a un coût environnemental très fort. Et puis bien évidemment, il y a un coût économique. C'est plus cher qu'un métal de base. Et puis, alors ça, après, on peut rentrer dans des considérations économiques si on veut rentrer dans ces tout petits marchés. Mais évidemment, c'est l'intérêt de ces matériaux, c'est qu'ils sont beaucoup plus puissants à volumes égaux par rapport à des matériaux basiques. Je prends un exemple très simple. Votre téléphone, pendant un temps, il avait de la ferrite pour son aimant. C'était le téléphone, le GSM des années 90, qui faisait la taille d'une brique. Et puis, on a remplacé cet aimant par un aimant de terre rare qui est 10 fois plus petit, mais qui est 10 fois plus puissant. Et donc, vous avez la miniaturisation grâce aux terres rares. Donc, certes, c'est beaucoup plus cher, mais à l'arrivée, vous avez un matériau beaucoup plus intéressant qui permet la miniaturisation, qui permet de mettre votre téléphone dans votre poche. Et donc, finalement, plus personne ne peut se passer de ces matériaux aujourd'hui. Et alors on les retrouve aussi dans tous ces outils qui font cette transition écologique.
l'Europe et le monde entier connaît, dans les panneaux solaires, les éoliennes. Et finalement, ce coût environnemental est parfois plus important peut-être que le bénéfice qu'on va avoir grâce à la transition énergétique. Alors d'abord, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de transition énergétique s'il n'y a pas de métaux rares et Ouais. ou stratégiques. Dans une voiture électrique, il y en a plein. Dans un panneau solaire, il y a du silicium qui n'est pas rare, hein, c'est Dans très une voiture abondant. électrique, il y a par exemple plus de métaux rares que dans une voiture Absolument. thermique d'il y a 10 ans, par Bien exemple. plus, bien plus. D'accord. Il y a beaucoup plus. Par exemple, le moteur de 90% des voitures électriques contient du néodyme, dont je vous ai Mhm. parlé, c'est une terre rare. Il n'y a pas besoin de néodyme pour le piston de la bonne vieille voiture à essence. Donc évidemment qu'il faut beaucoup plus de métaux rares pour une voiture électrique par rapport à une voiture classique. Pour les panneaux solaires, il faut essentiellement du silicium qui n'est pas rare, mais qui est un métal considéré comme critique stratégique par la Commission européenne. Et puis pour les éoliennes, notamment de forte puissance, celles qui sont offshore, il faut beaucoup de, de néodyme. Plus généralement, il faut des métaux. Il faut beaucoup de cuivre, par exemple, qui n'est pas un métal très rare, Mhm. mais très stratégique. Le cuivre, c'est nécessaire pour toutes les éoliennes, c'est nécessaire pour les voitures électriques également. Donc, quand on rentre dans la petite famille des métaux rares, on se rend compte qu'en fait, qu'on touche à toute la famille, à tous les métaux de Mendeleïev, en fait, de la table de Mendeleïev. Et alors j'aimerais que vous reveniez également sur ce que vous avez vu en Chine dans cette recherche Hmm. des métaux rares. D'abord, je pense qu'il faut aller sur le terrain Oui. pour parler de ce qu'on a vu, parce qu'on ne peut pas être remis en cause dans sa parole sur ce que l'on a vu. Et je ne crois que ce que je vois, et je me suis rendu à de nombreuses reprises ces dernières années dans ces pays miniers, notamment en Chine, qui est l'un des grands producteurs miniers, et j'étais notamment dans la région de Baotou, qui est la capitale des terres rares mondiales, où on extrait 75% des terres rares. J'étais dans la province de Heilongjiang, où on extrait le graphite, qui sert à faire des batteries de voitures électriques, mais également des téléphones portables. Ce que l'on voit là-bas, c'est très impressionnant parce qu'en fait, il n'y a pas de considération environnementale au niveau notamment du raffinage de ces matières premières. On fait absolument n'importe quoi. On rejette directement les rebuts dans la nature de façon sauvage. Les eaux usées sont rejetées sans avoir été retraitées. Autour de ces zones de raffinage, vous avez des habitants qui vous parlent de cancer, de maladies des os, de verre. Une chinoise, une spécialiste de l'industrie des terres rares, un jour me disait, la Chine a dévasté son environnement, a sacrifié son environnement pour fournir des terres rares au reste de la planète. Et Donc est-ce il y a qu'elle une l'a fait réalité sciemment à finalement? voir. Pardon? Est-ce que c'est fait sciemment? C'est absolument fait sciemment parce qu'en fait, c'est un dumping environnemental et social qui est agencé par la Chine pour récupérer cette industrie-là. Mhm. La Chine produit l'essentiel de ces terres rares notamment, mais est un leader de la production des métaux rares parce qu'ils ne sont pas chers. Et comme elle a envie de conserver ce marché captif que nous sommes, nous clients européens, puisque nous achetons à moindre coût et que c'est ce que nous recherchons, eh bien la Chine, en bout de chaîne, ne peut pas vous offrir une terre rare moins chère, donc in fine une technologie moins chère, si il n'y a pas un grand n'importe quoi, je peux le dire ainsi, en amont au niveau de la mine et de l'usine. Et donc c'est fait sciemment. Alors Pékin essaie de s'organiser pour que ce soit un peu plus propre, mais le pouvoir central n'a pas vraiment de contrôle ou pas un contrôle suffisant sur ce qui se passe dans les provinces chinoises. Et donc au niveau de la province, c'est sûr, c'est fait sciemment parce qu'il y a un marché à faire tenir, il y a des emplois, il y a une économie à faire tourner. Et alors ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement on a délocalisé la pollution qu'on avait peut-être il y a 20 ans, il y a 10 ans. Cette pollution-là, on l'a simplement délocalisée pour finalement se donner bonne conscience. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est que c'est soutenu par les États également. On a voulu passer vers les technologies vertes. Nous passons dans un siècle de métal. Nous n'allons pas nous débarrasser du pétrole et du charbon pour autant, mais c'est sûr que nous allons basculer dans un siècle de métal. Et ce siècle de métal, ces métaux, ce n'est pas nous qui les produisons. Ou en tout cas quasiment plus en Europe. En Europe, c'est 3% de la production de métal dans le monde, de métaux, et c'est 25% de la Parce que la consommation. France, c'est ce que vous disiez également dans l'une de vos interventions, a joué un rôle à un moment donné jusque dans les années 90. Et nous avions, nous, la production et le raffinage de certains de ces métaux, Mhm. notamment les terres rares, qui sont les plus stratégiques de ces métaux rares. Et puis nous avons fermé nos usines, fermé nos mines en Australie, aux États-Unis, en France, dans les années 90, parce que nous ne voulions pas assumer le coût écologique, cependant que les Chinois, au même moment, Ouais, disaient, mais pas de problème. Et on donc y va. finalement, le monde s'organisait entre ceux qui allaient produire ces minerais et ceux qui allaient les acheter, ceux qui allaient se salir et ceux qui allaient pouvoir les utiliser dans leur technologie verte, en disant, mais nous faisons une transition écologique, alors qu'en fait, la pollution, elle se trouve ailleurs. Elle est loin, on ne la voit pas, elle est invisible, on a l'impression que tout est propre, alors qu'en fait, on n'a pas the full picture, comme on dirait. Et comment vous expliquez le fait qu'on n'en parle finalement pas ou peu avant de préparer notre intervention, j'étais absolument pas au courant de ce qui se passait, mais surtout finalement, qu'est-ce qu'on peut faire Hmm. puisqu'on parle à des RSSI, des directeurs juridiques, qui sont tous des gens actifs, dynamiques dans l'entreprise. Donc on a fatalement un ordinateur, un smartphone, et on peut difficilement se couper de ça. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que Français,
au sein de nos entreprises et dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Vous avez deux questions. La première, c'est tout d'un coup, elle m'a échappé. Bon, on va aller sur tout Là, de suite ce ouais, qu'on peut faire. pourquoi on n'en parle pas ou peu? Pourquoi on n'en parle pas? Ouais. On n'en parle pas, bah, d'abord parce que je pense qu'il n'y a pas une connaissance de ces sujets-là. On n'a pas une culture minière en France, on n'a pas une culture des matières premières. Si nous allons acheter des plats tout faits chez Monoprix ou les commandons chez Deliveroo, c'est sûr qu'on n'a pas forcément une bonne connaissance, ne serait-ce que des matières qui composent une pizza toute faite. Et de la même façon, impossible de savoir ce qu'il y a sous le capot d'une voiture électrique, et a fortiori dans un téléphone portable. Donc c'est très difficile. Par Oui, mais, ailleurs, je me permets ouais, ouais. simplement d'insister sur ce point-là. Les gouvernements qui insistent sur la transition écologique sont fatalement au courant. Il y a des experts qui travaillent sur ces sujets-là. Et donc, on ne fait pas ça, on ne fait pas la transition écologique en se disant que tout va bien. Moi, je pense que les gouvernements le savent, hein, parce que j'ai beaucoup traîné auprès des politiques ces 3 dernières années, depuis que mon livre est sorti. Moi, j'ai le sentiment qu'ils le savaient, mais pas au point. Ils n'avaient pas connaissance et conscience des volumes et des enjeux. Je pense qu'il y a quand même un décalage. On comprend grosso modo de quoi il s'agit. On sait tous qu'il y a du coltan au fin fond des montagnes du Congo à l'est et qu'il y a des milices paramilitaires avec tout ce que l'on sait. Mais de là à vous dire c'est un phénomène global avec la Chine, avec tant de volumes, avec ces enjeux géostratégiques-là, je pense qu'il y avait un vrai déficit de connaissances. Aujourd'hui, c'est mieux connu, mais nous sommes engagés dans une transition qu'il faut faire, absolument, on va y revenir. Mais simplement, les enjeux sont trop immenses pour aller commencer à s'intéresser à des métaux qui, par ailleurs, se trouvent à des milliers de kilomètres de nous. Donc, si vous voulez, il y a une production qui est tellement invisibilisée qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une connaissance pleine et entière de sujets qui, finalement, nécessiteraient de quasiment faire un stage dans une mine chinoise pour vraiment en avoir Ouais, pleinement conscience. Votre deuxième question. Il faut la faire, cette transition. Soyons clairs sur mes intentions. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas la bien faire. sûr. Je préfère infiniment la transition énergétique au siècle du pétrole. Oui, le réchauffement climatique est grave et oui, il faut le limiter à 2 degrés si possible avant la fin du siècle. Donc allons-y vers cette transition parce qu'elle présente notamment l'avantage d'utiliser des technologies qui sont moins génératrices de CO2. Alors c'est quand même ça la priorité, d'accord? Simplement, à mesure que nous allons moins aller vers un monde bas carbone, nous allons aller vers un monde qui ne sera pas bas ressources, mais peut-être aux ressources. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on limite notre consommation de ressources? Et c'est là que, dans les entreprises, on peut faire quelque chose. D'abord, je pense qu'il faut connaître la vérité écologique de ces technologies. Qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises? Comment on met en avant le bon impact ou le moindre impact écologique de toute cette flotte de téléphones portables, par exemple, qu'on collectionne et qui, pourtant, ont un coût matière très fort. C'est 75% de l'impact écologique du numérique, le téléphone portable, l'interface. Donc comment est-ce qu'on développe des métriques? Comment on s'approprie les métriques existantes dans les entreprises pour faire passer cette connaissance-là? Les entreprises vont avoir une grande responsabilité, qui est déjà la leur d'ailleurs avec la loi de 2017 sur le devoir de vigilance et puis le règlement de 2021 sur les minerais de conflit, c'est d'améliorer et de faire en sorte que leur devoir de vigilance sur les sourcings éthiques des minerais soit le plus poussé possible, de sorte qu'on n'aille pas se servir en minerais dans des pays dont les réglementations sociales et environnementales ne sont pas suffisamment respectées. Donc ça sont peut-être par exemple deux directions prises par les entreprises au milieu de plein d'autres, hein, recyclage, économie circulaire, on peut y revenir, pour pouvoir limiter l'impact écologique de ces entreprises, notamment numériques. Et je vais vous poser une question très concrète. Est-ce que demain, si je veux jouer finalement un rôle dans la transition écologique et me donner quelque part aussi bonne conscience et avoir l'impression d'être acteur de cette transition, est-ce que je dois acheter, oui ou non, une voiture électrique? Moi, je pense qu'il faut l'acheter, et notamment pour la France. Les deux postes de pollution de la voiture électrique, c'est la batterie notamment et le moteur, puisqu'ils contiennent des métaux rares qu'il faut bien aller chercher quelque part, ce qui fait qu'à la sortie de l'usine, une voiture électrique est plus polluante qu'une voiture thermique. L'avantage, c'est qu'après, Et vous dans n'avez le temps, pas... elle va. Alors, l'avantage, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de remettre du pétrole. Vous allez la recharger à la borne. Mais à la borne, il y a de l'électricité. Et d'où est-ce qu'elle vient, l'électricité? Alors, en France, l'électricité, elle vient du nucléaire. Donc, c'est décarboné. Tant mieux, mais il faut bien avoir conscience que la voiture électrique, c'est un argument pour le nucléaire. Il faut juste en avoir conscience, puisque le nucléaire va permettre d'améliorer le bilan CO2 de la voiture électrique, et notamment en France. Et donc en France, c'est une excellente solution, pareil en Norvège, où on a de l'hydroélectricité. Si on est en Chine, où l'essentiel de l'électricité est produite par du charbon et du pétrole, là, vous allez avoir un bilan CO2 de la voiture électrique qui va être très mauvais, un peu moindre et peut-être égal à celui de la voiture à pétrole, sur l'ensemble de son cycle de vie. Moyennant, mais résumons tout et à choisir, je prends la voiture électrique. Ce n'est pas une voiture verte, ce n'est pas une voiture propre, ça c'est des fadaises. Et finalement, il n'en Mais, existe pas. mais ça n'existe pas, de toute façon rien n'est propre, Ouais. et there is no such thing as a free lunch, comme disent les économistes. Donc de toute façon, il y a un coût quelque part qu'il faudra bien que quelqu'un paye. En revanche, j'irai vers la voiture électrique, sachant qu'il y a aussi un potentiel d'amélioration de cette technologie-là qui est nette.
Il y a une transition dans la transition, rien n'est figé, il ne faut pas voir la photo, il faut voir le film. Et donc, on peut espérer que dans 10-15 ans, on sera avec des technologies de la mobilité dite verte qui seront moins mauvaises, meilleures que les technologies d'aujourd'hui. Et alors, très bien, donc j'achète une voiture électrique, mais finalement, on va aussi arriver à un moment donné au même problème que celui auquel on est confronté, en tout cas la prise de conscience a démarré il y a quelques années, c'est la pénurie de pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit attention, dans tant d'années, il n'y aura plus de pétrole. Mais les métaux, à un moment donné, ce n'est pas un puits sans fond. Alors, le pétrole, Julien, ça fait 40 ans qu'on n'en a plus que pour 40 ans. Donc les métaux, c'est pareil. Ça fait, enfin, je veux dire, si on regarde aujourd'hui les chiffres, on voit qu'à notre rythme de consommation, on n'aura plus d'étain, d'antimoine, de tungstène, de je ne sais quels autres métaux rares et pas rares à l'horizon des 40-50 prochaines années. Donc c'est drôle d'ailleurs de se dire qu'au nom de la transition énergétique, on se retrouve avec les mêmes problématiques que le siècle des hydrocarbures, avec des questions de pénurie. Néanmoins, moi je pense que, à part le cobalt, on pourra y revenir, où il y a vraiment de vrais sujets de raréfaction géologique de la ressource, il y aura toujours un gramme de métal à aller chercher quelque part. C'est-à-dire qu'à mesure que notre consommation augmente, nos technologies d'extraction et de raffinage augmentent. Et on se rend compte qu'on découvre des terres rares, par exemple, au fin fond du Pacifique, dans des nodules polymétalliques. Et puis, il y a des nouveaux gisements qui apparaissent ou qu'on découvre un peu partout sur Terre. Et puis un jour, pourquoi pas, je n'y crois pas, mais enfin on le dit, on ira même chercher un métal rare sur la crête d'une astéroïde. Donc il n'y a pas de rareté au sens géologique du terme. La question, en revanche, c'est à quel coût ? À quel coût est-ce qu'on ira chercher des nodules polymétalliques à 6000 mètres de profondeur? À quel coût écologique? À quel coût économique? À quel coût énergétique? À quel coût social? Il y a des mines. On sait qu'il y a des gigantesques gisements, par exemple, de cuivre, d'or en Amérique latine, dans la mine de Pascua-Lama ou en Alaska, dans la mine de Peeble. Mais en réalité, les populations environnementales n'en veulent pas. Donc vous avez un potentiel qui est inexploité parce que vous avez une procédure judiciaire et in fine une justice, une juridiction locale qui dit on n'ouvrira pas cette mine. Et donc en fait vous avez des blocages qui ne sont pas géologiques, mais vous avez des pénuries qui peuvent être organisées pour des raisons qui sont sociales, environnementales et politiques. Et je pense que les goulets d'étranglement ils sont là en fait. Et est-ce que justement, on peut rationaliser cette matière? On peut la rationaliser, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est les 7 piliers de l'économie circulaire. Ça commence par un processus minier optimisé. Ensuite, c'est bien évidemment l'éco-design qui fait qu'on fabrique une technologie en pensant déjà à son recyclage, mais on la fabrique en faisant en sorte qu'elle soit le plus recyclable possible, le mieux recyclage possible. Ensuite, c'est le fait de récupérer, de collecter les déchets, de les réutiliser en les réparant. Donc il y a le réemploi. In fine, on les recycle. Donc, et puis évidemment, on substitue, c'est-à-dire qu'on remplace certains métaux par d'autres qui ont les mêmes propriétés mais pour moins de matière. Donc il y a de la recherche et du développement à soutenir. Et donc on va aller vers une meilleure utilisation de la matière, avec déjà d'ailleurs un objectif qui est clair, hein, c'est que d'ici 2060, nous disent pour les projets en matière de les objectifs, les horizons en termes d'économie circulaire, il faut que nous ayons pour la même valeur créée, eh bien, consommer 2 fois moins de matière dans nos processus industriels. Donc on voit qu'il y a de l'optimisation. Voilà. Alors, on s'adresse aussi à des RSSI, donc on a des technologies rares qui parfois partent à l'étranger, si on fait écho avec l'actualité. Comment le cadre légal aussi d'un territoire peut encadrer ces métaux rares, en tout cas le- la culture de ces métaux rares? Bah, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas voulu s'occuper, on a préféré en fait délocaliser notre pollution, donc tout le secteur industriel, non seulement l'amont minier, mais également l'aval, que la Chine a progressivement récupéré, et on se retrouve en fait acheteur de technologies finies, notamment les batteries voitures électriques aux Chinois, qui aujourd'hui produisent 60 à 70% des voitures électriques. Donc comment est-ce qu'on récupère cela? Donc ça peut poser des questions juridiques. Il y a évidemment une question de droit public qui est comment est-ce qu'on fait respecter par les États qui font du dumping social et environnemental les règles de l'OMC. La Chine dit au nom de l'environnement vouloir ne plus vendre ces métaux au reste du monde, mais en revanche venez chez nous et délocalisez vos usines. Mais si jamais les règles du droit international sont appliquées, à commencer par les règles de l'Organisation mondiale du commerce, si elles sont appliquées, hein, parce que la Chine ne les applique pas, quand bien même elle serait condamnée par l'OMC, eh bien on peut espérer éviter justement cette délocalisation accélérée du fait de ce dumping social et environnemental. J'insisterai également, mais il y a plein de façons d'ouvrir votre question et on pourra y revenir si vous souhaitez dans les questions-réponses, parce que ça pose plein de questions de droits humains. Moi, j'insisterai sur vraiment quelque chose qui est très concret aujourd'hui dans les entreprises, c'est les minerais de conflit, c'est comment est-ce qu'on s'approvisionne
de façon responsable. Comment est-ce qu'on met en place des process de vigilance raisonnables dans les entreprises. D'ailleurs, c'est de plus en plus la loi qui nous y oblige pour en fait s'assurer que les minerais sont extraits dans des conditions qui sont environnementalement, socialement plus responsables. Et si au niveau de l'acheteur, il y a cette exigence-là, eh bien l'amont de la chaîne sera obligé de suivre puisque nous leur imposerons nos standards. Et ça, c'est certainement l'un des gros enjeux au niveau des entreprises, c'est d'appliquer en fait ces règles, ces obligations de diligence raisonnable au niveau du sourcing éthique des minerais. Pour rester sur le sujet des systèmes d'information, est-ce que cette pénurie Oui, peut aussi aller impacter oui. les systèmes d'information qui ne sont faits finalement que de métaux rares, si on parle des serveurs au-delà des ordinateurs? Alors, bien évidemment que tous ces systèmes d'information sont faits de matières premières rares, critiques, stratégiques. Alors, il a beaucoup été question des puces récemment, hein. On parle beaucoup de Alors ces voilà, on peut en discuter maintenant. Il y a aussi un problème de cybersécurité au niveau étatique, lorsqu'on importe des puces et des circuits électroniques qui viennent de l'étranger. Aujourd'hui, il y a un problème, on l'a constaté, l'industrie de l'automobile s'en est beaucoup fait l'écho, il y a une pénurie de circuits intégrés qui s'explique par des tas de raisons. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Occident, les États-Unis, l'Europe doivent aller se servir notamment chez les Coréens, chez les Taïwanais, TSMC, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas nos propres industries, mais il y a clairement un déficit. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit en fait qu'on a, depuis les années 90, délocalisé la production de ces circuits intégrés. Ça fait écho à la délocalisation de toutes nos matières premières. Et ce qui s'est avéré, ça a été avéré dès 2005, et on en parle encore aujourd'hui au niveau du département de la défense américain, c'est qu'en fait, ne pas avoir la production de ces circuits intégrés fait qu'on n'est jamais sûr qu'une puissance étrangère Ouais. qui fournit pour l'armée, notamment américaine, ces composants stratégiques qu'on appelle donc des circuits intégrés, n'y ait pas glissé un logiciel espion, un logiciel espion, un cheval de Troie. Et donc depuis une quinzaine d'années aujourd'hui aux États-Unis, vous avez tout un mouvement de la part du département de la Défense pour qu'il y ait une réintégration dans la chaîne de valeur au niveau vertical de la production des puces pour le compte du ministère de la Défense, de sorte que les Américains puissent s'assurer, quand ils achètent des circuits intégrés, que ceux-ci ne contiennent pas des logiciels espions qui pourraient être dirigés par une puissance étrangère. Donc vous voyez le problématique d'avoir délocalisé systématiquement, c'est un peu ce qu'on appelle le toyotisme, hein, c'est-à-dire sous-traitance, sous-traitance, just in time, zéro stock. De toute façon, le marché, la main invisible des marchés fera le job, on pourra toujours aller servir auprès de qui que ce soit, sauf que la géopolitique se réinvite dans cette question-là, qu'il y a des enjeux de puissance qui s'en mêlent, qu'il y a des rétentions de production de matières premières, d'exportation de matières premières, qu'il y a ces enjeux d'espionnage, notamment associés aux puces électroniques, et qu'en fait, une grande question revient, c'est la question de la souveraineté sur nos modes d'approvisionnement, sur nos chaînes d'approvisionnement, et finalement le fait de produire pour nous-mêmes, de faire l'inverse pour les 30 prochaines années de ce que nous avons fait les 30 précédentes, pour notamment des raisons de sécurité qu'on a évoquées. Mais ça voudrait dire aussi réintégrer toute la production. On parle des Ce qui est ordinateurs, impossible. des smartphones. Ce qui Ça est voudrait dire que impossible. demain, la France ou l'Europe, si on parle à l'échelle européenne, devrait produire pour sa propre consommation ces produits. Le Covid-19 nous a fait prendre conscience qu'on n'avait pas de masques et qu'on dépendait de la Chine pour les masques, pour faire simple. Et tout d'un coup, on s'est réveillé il y a un an, presque un an bientôt, en se disant mais c'est fou en fait notre fragilité compte tenu de notre exposition à des marchés extérieurs et le fait que nous ne soyons pas indépendants sur un certain nombre de produits qui sont stratégiques. Donc d'abord, c'est quoi un produit stratégique? Comment est-ce qu'on définit ça? Joe Biden aux États-Unis vient de faire sortir un ordre, un executive order, précisant qu'il fallait que dans un certain nombre d'industries, et notamment les terres rares, les batteries des véhicules électriques, les microprocesseurs, eh bien, on identifie les points individuels de défaillance, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse les fabriquer nous-mêmes. Mais quand on commence à rentrer là-dedans, on rentre dans une chaîne de sous-traitance qui est d'une infinie complexité. Et ça va être extrêmement compliqué, sinon Oui, impossible, parce que finalement, d'espérer relocaliser tout ça. si c'est pour envoyer les métaux en Chine et les faire revenir sous forme de produits finis, il n'y a plus d'intérêt. Eh ben en fait, on est en train de se dire on va réouvrir des mines, ce que font les Américains. Ils disent on va réouvrir une mine de terre rare à Mountain Pass. Simplement, ils n'ont pas l'usine de raffinage, ou en tout cas, elle n'est pas suffisamment développée. Donc du coup, ils ne peuvent pas en fait raffiner le métal qu'ils ont pourtant, enfin la roche qu'ils ont extraite de leur sous-sol. Ils l'envoient en Chine et donc du coup, ils perdent leur indépendance minérale. Donc ça veut dire que si on veut être indépendant sur une chaîne d'approvisionnement comme celle des terres rares, il faut tout maîtriser depuis la mine jusqu'à l'aimant, en passant par 6 ou 7 étapes intermédiaires. Ça prendra 15 ans. La Cour des comptes américaine nous a dit que ça prendra 15 ans et c'est un rapport de 2010. Donc c'est pas impossible, mais vous voyez que c'est très long et donc effectivement cette mode qui ne date pas du Covid, hein, je veux dire le patriotisme économique, cette question de souveraineté, de souverainisme, elle a déjà été entendue, mais c'est vrai que c'est renforcé, ce discours-là est de plus en plus audible, néanmoins il est en pratique
inapplicable, notamment sur ces questions minières, sans parler des questions de technologie numérique, pour en réalité avoir une indépendance. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle du marché européen. Ce qui n'est pas possible à l'échelle française est peut-être possible à l'échelle européenne. Vive l'Union européenne, vive les 27, parce que peut-être que là, il y a une souveraineté non pas française, mais européenne, qui est possible sur un certain nombre de composants stratégiques et de matières premières stratégiques. Et votre avis sur cette question, est-ce que vous pensez qu'on y arrivera? Je pense qu'on se réveille, on a pris beaucoup de retard. Là, on constate qu'il y a des gigafactories qui tout d'un coup poussent comme des champignons en Europe. C'est une bonne chose. Il faut relocaliser ce processus-là. En plus, ce sera moins polluant de le faire chez nous que de le faire ailleurs. Donc on se réveille. Et je suis optimiste en ce sens que je vois un réveil européen très fort, porté par l'Europe. Il y a un réveil côté américain extrêmement fort, agencé par Donald Trump. Il faut vraiment donner du crédit à Donald Trump, et Dieu sait si je suis content qu'il soit parti, pour avoir politisé la question de la souveraineté. La façon dont il a regardé la politique mondiale à travers ce prisme de la souveraineté a complètement redistribué les cartes pour le meilleur. Je suis désolé de le dire comme ça. Et ça se réveille aussi côté Japon. Mais face à ça, les Chinois sont très intelligents, ils voient le temps long. C'est le seul pays développé, la seule grande puissance qui voit le temps long et qui pense à 30 ans. Face à eux, nos démocraties sont faibles. C'est des démocraties du temps court et des réseaux sociaux. Donc, est-ce que je suis optimiste? On ne peut pas être responsable et désespéré, comme disait Saint-Exupéry. Donc, je ne peux pas être pessimiste, je ne peux qu'être optimiste. Je peux voir le fait que l'Europe démarre tard, qu'elle se réveille tard, mais qu'elle se réveille, que la messe n'est pas dite, que les Chinois peuvent faire des erreurs, et qu'à 27, on s'en sortira mieux que tout seul. Un dernier mot pour terminer, avant qu'on rejoigne les rooms virtuels. Est-ce que vous avez un petit peu d'espoir quand même sur le plan international? Au sens général du terme? Au sens général du terme, sur cette transition qu'on est en train de vivre et sur les et en effets de la espérant qu'on transition. ne refasse pas les mêmes erreurs Ouais. qu'avec le pétrole et Ouais. tout ce qu'on a fait. D'abord, ce qui est sûr, c'est que nous étions dans un siècle de charbon au 19e, siècle de pétrole au 20e, et nous sommes dans un siècle de métal, et nous serons de plus en plus dans un siècle de métal au 21e siècle. Nos choix sont en train d'accoucher d'un monde fascinant et qui va être extrêmement complexe. Le monde vert va être fascinant et extrêmement complexe. Ça va être un monde où une nouvelle géopolitique va se mettre en place. Et le monde d'avant, le monde du pétrole, n'a pas dit son dernier mot. Regardez le dernier discours de Donald Trump à Orlando, où il a fait son comeback. Il a tapé sur les éoliennes non-stop. C'est une ligne de fracture politique aux États-Unis de dire pourquoi est-ce qu'on irait vers les éoliennes alors qu'on a du pétrole pas cher avec une sécurité d'approvisionnement. Trump nous dit, nous sommes en train de basculer, il ne le dit pas de façon aussi intelligente, d'accord, parce qu'il a 30 mots dans son vocabulaire. Mais je vous dis ce qu'il dit en fait. Il dit, pourquoi basculer d'un monde où nous avions le pétrole et l'avance technologique sur les Chinois sur le moteur thermique, à un monde où nous n'avons pas les matières premières critiques et où les Chinois sont déjà en train de nous fournir des batteries de voitures électriques. Est-ce qu'il ne faut pas être fou pour basculer dans ce monde-là? Bon. Moi, je pense qu'il faut basculer dans ce monde-là et qu'en se retroussant les manches et en montant sur le ring, on peut y arriver. Mais il y a évidemment des lignes de fracture politique qui peuvent faire monter les populismes, qui vont faire monter la Chine, qui vont nous rendre beaucoup plus fragiles d'un point de vue de notre souveraineté minérale, énergétique, c'est certain. Et c'est une géopolitique des énergies vertes, une géopolitique du vert qui est en train de se mettre en place. Et ce n'est pas la fin de l'histoire, et c'est une nouvelle histoire qui va s'additionner à la géopolitique du pétrole. Mais voilà, moi je suis avec un tempérament plutôt positif, sinon faut arrêter de vivre, et donc je pense qu'on peut tout à fait relever les défis de ce monde vert. Merci infiniment, Merci. Guillaume Pitron, pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes journaliste pour Le Monde diplomatique et auteur du livre La guerre des métaux rares, paru en 2018. Merci à tous, passez une très bonne soirée et donc rendez-vous le 17 mars. À bientôt, au revoir.